Figaro Live, il est un peu plus de 11h11. Deux adolescents, un adolescent sûr et peut-être un deuxième, sont morts la nuit dernière au cours de Rix, victimes donc de violences. Ce sont les dernières informations, des informations qui s'ajoutent à une autre scène de violence qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a fait le tour du web, qui a fait le tour de l'indignation. Et à la regarder en intégralité, on est vraiment édifié. Tournez votre tête aujourd'hui. La tête. Tournez la tête. Voilà. Mais là, madame, vous mettez absent. Tu mets présent. Mettez présent là, vous mettez absent. Tu mets présent, purée. Alors le fait marquant, c'est non seulement l'indignation que cette scène a soulevée, mais surtout le mouvement de libération de la parole sur les réseaux avec le hashtag Pas de vague et ces témoignages de professeurs qui s'en sont suivis. En voici des extraits d'ailleurs, lus par Stéphane Folzer et Azilis Lecor. Ma mère, obligée de sortir du collège par les cuisines du Self un soir, parce que toute la famille de l'élève qu'elle avait renvoyé de cours la veille pour l'avoir insulté, l'attendait avec des battes à l'entrée principale. Des conséquences? Bien sûr que non. Je fais cours porte ouverte. Un élève passe dans le couloir et crie « Madame M, sale pute ». Première réaction de la principale « Vous avez peut-être mal entendu, car ce n'est pas sa version des faits. Heureusement que j'avais une douzaine de sixièmes comme témoins. » On m'a craché dessus et on m'a menacé de me castagner à la sortie. Punition, aucune. Je porte plainte. Le chef d'établissement, bon, j'ai posé 3 jours d'exclusion, mais vous êtes dans le répressif, pas dans l'éducatif. Je me souviens aussi de ces 10 jours et ces longs 10 jours, au cours desquels j'ai dû aller en classe et retrouver face à moi l'élève qui m'avait agressé. Car, vous comprenez, en avril, on n'est pas loin du brevet, on ne va pas l'exclure. Alors, que faire? On a vu l'Élysée réagir, Emmanuel Macron, personne. On a vu également le ministre de l'Éducation nationale prendre la parole à plusieurs reprises. La solution passe-t-elle par le ministre de l'Éducation nationale? Jean-Michel Blanquer peut-il rétablir l'ordre? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Bonjour Sophie de Tarlet, Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef au Figaro étudiant. Vous avez déjà enquêté sur la violence à l'école. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Halte au harcèlement à l'école, qui est édité chez Larousse. Où en est l'enquête sur ce qui s'est passé le 18 octobre dernier au lycée Édouard Vaillant à Créteil? Est-ce que des sanctions ont été prises? Branly. Le lycée Branly à Créteil. Édouard Branly à Créteil. Est-ce que des choses ont vraiment changé? Alors, je ne sais pas si les choses ont vraiment changé, mais en tout cas, il y a une enquête qui est en cours. Il y a le parent d'élève qui a amené son fils au commissariat pour le lendemain des faits. Et surtout, les professeurs ont voulu aussi témoigner dans les médias pour dire que, pour défendre un peu leur lycée. Alors ça, c'est ce dont on parle, c'est ce qui a vraiment changé. Mais sur l'enquête en tant que telle, parce qu'il y a toujours l'émotion, mais est-ce que les choses ont vraiment changé? Est-ce que des sanctions sont prises contre l'élève? Est-ce que l'établissement, l'administration de l'établissement, l'académie se mobilise? Bah oui, l'élève est exclu de l'établissement. Pour l'instant, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé concernant l'élève. Mais je tiens à le dire, une chose, c'est que c'est pas un lycée à problème. C'est un lycée c'est plutôt un lycée lambda. Donc c'est pas un lycée REP comme on a pu entendre parfois. C'est pas un lycée un lycée REP, on peut préciser ce un que lycée en zone défavorisée, un lycée d'éducation prioritaire. C'est un lycée qui a 95% de réussite au bac en 2017. Donc c'est un lycée, c'est pas un lycée d'élite bien sûr, c'est un lycée de banlieue, mais un lycée de banlieue tout à fait ordinaire, qui est un lycée plutôt dynamique même, qui a une valeur ajoutée assez importante. Ça veut dire qu'il fait réussir ses élèves. Et là, les professeurs aussi ont voulu témoigner pour dire que c'était pas un lycée, c'est pas un lycée poubelle du tout, quoi. Donc, et ça, c'était important de le dire, quoi. Alors, c'est encore plus inquiétant ce que vous racontez, parce que si ça se passe comme ça dans un lycée que vous qualifiez de lycée normal, de lycée pas à problème, on imagine ce qui peut se passer dans un lycée à problème.
Oui, alors c'était pas une filière professionnelle, c'est un lycée général et technologique, donc c'est une filière technologique, mais on a reçu énormément de témoignages de professeurs, dont une professeure qui venait d'un lycée, qui était enseignante en lycée professionnel et qui témoignait des problèmes, et notamment du manque de soutien de sa hiérarchie. Mais ces problèmes-là, on peut les retrouver, comme on a vu avec le lycée de Créteil, dans un lycée, je dirais, ordinaire. Ce n'est pas uniquement dans des lycées, dans des zones défavorisées. Alors justement, je vous coupe, puisque vous avez cité le mot hiérarchie, et c'est l'autre aspect de cette affaire, l'autre phénomène qui émerge depuis ce week-end. On va revoir une partie des 50 000 tweets. On a dénombré pour l'instant 50 000 tweets, c'était hier soir. Il y en a sans doute plus depuis, 13 500 internautes recensés. Tout est parti en réalité d'un tweeto qui est surnommé Vandelay et qui a fait cette citation: lâcheté de l'administration, hashtag, c'est-à-dire le dièse, pas de vague. Dans cette conversation sur Twitter, on voit que déjà, dans cette première conversation sur Twitter, on voit qu'il y a un certain nombre de témoignages. On peut lire notamment ce témoignage d'une prof. Je le cite. « Normal qu'un élève te traite de grosse pute, te crache à la figure, te fasse des doigts d'honneur. » 3 points de suspension. C'est sa façon de communiquer, dixit l'inspectrice en ESS, c'est-à-dire en équipe de suivi de scolarité. Quand on lit ça, quand on voit ça, quand on entend ça, on a du mal à y croire. On se demande même si ce n'est pas un fake. Est-ce que vraiment une cadre de l'administration peut vraiment dire ça à une élève, à une professeure? Non, là, les témoignages ont été tous assez édifiants, des insultes. Lorsque les professeurs se plaignent qu'on les traite de putes, de salopes, etc., on leur dit que oui, c'est une façon de parler, que c'est pas, qu'il n'y a pas l'intention de nuire, etc. Et moi, les professeurs que j'avais interviewés, ils disent surtout, on les punit, il y a des sanctions qui sont prises, mais elles ne sont pas appliquées. C'est ça qui est reproché Pourquoi ? Parce que manque de moyens, manque de volonté peut-être. Nadège dit il faut savoir que dans le public, les proviseurs ont des primes s'il n'y a pas de conseil de discipline dans leur établissement. C'est vrai, c'est faux? Alors, je ne sais pas ils sont sans doute évalués avec le fait qu'il faut progresser leur établissement. Donc peut-être que ça peut rentrer en cause. En tout cas, juste pour revenir sur le lycée de Créteil, le lycéen évidemment exclu du lycée, il a l'obligation de il ne peut pas vivre dans le Val-de-Marne, donc dans son académie, donc il est obligé, dans son département, donc il est obligé de vivre ailleurs. Donc il y a eu des sanctions qui ont été très sévères. Il a l'obligation d'être scolarisé, bien sûr, mais pas dans le département. Donc il a interdit de séjour dans le département du Val-de-Marne. Donc là, cette fois-ci, des sanctions ont été prises, mais bien sûr, ce qu'on reproche, pas simplement parce que ça a été médiatisé, parce qu'il y a eu la vidéo, etc. Mais c'est vrai qu'en général, ce que les professeurs disent, c'est qu'ils donnent des sanctions, mais ils ne sont pas là pour les faire appliquer, les professeurs. Moi, j'ai vu un professeur d'histoire qui me dit, quand je colle un élève, je suis obligée de le coller dans une autre heure de classe. Par exemple, il fait sa colle en 6e alors que j'enseigne en 3e. C'est-à-dire, ce qu'elle ressent, c'est le manque de soutien, disons, de l'administration, de l'école, des surveillants, du chef d'établissement pour faire appliquer ces sanctions. C'est ça son problème. Et c'est effectivement l'autre aspect de ce mouvement, de ce phénomène que l'on voit depuis ce week-end, c'est cette mise en cause de, entre guillemets, de la lâcheté de l'administration. En tous les cas, c'est ce que disait ce tweeto. Une toute dernière question, Sophie, avec une réponse courte. Vous publiez le témoignage édifiant d'une enseignante qui a retrouvé sur le Figaro étudiant, figaro.fr. Quelles sont les solutions qu'elle réclame, qui sont réclamées par cette Alors, prof ? elle, c'est assez surprenant, mais elle ne réclame pas plus de portiques de sécurité, plus de policiers, non, elle réclame plus le soutien de la société. C'est-à-dire le soutien des parents qui sont souvent aussi à accuser les professeurs, à ne pas soutenir les professeurs lorsque les professeurs veulent punir leurs enfants. Donc le soutien des chefs d'établissement, du ministère, des parents et finalement de toute la société. C'est ça qu'elle réclame. Merci beaucoup Sophie pour ces premières précisions. Le témoignage de Marie, donc professeure dans l'Académie d'Orléans, est à retrouver sur le Figaro étudiant. Et puis je signale bien sûr votre livre « Halte à la violence à l'école », c'est aux éditions Larousse Poche. On parlait de Jean-Michel Blanquer depuis le début de cette émission. Il y a un autre ministre de l'Éducation nationale qui était ici même dans ces studios, juste derrière moi. C'était Benoît Hamon. Lui plaide pour plus d'effectifs. On écoute le patron d'Agir qui s'exprimait lors d'auditions publiques de la nouvelle émission de Figaro Live de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Public Sénat et de l'AFP. La première chose qu'il faudrait dire et faire aujourd'hui, c'est de suspendre immédiatement la mesure de suppression de 1800 postes dans le secondaire et 2400 l'année prochaine, parce que, allez-vous me dire que dans des établissements où on a des classes de 35 à 40 élèves,
parmi lesquels des élèves qui ne suivent pas ou mal les cours, il soit possible de tenir une classe. Mais là, il s'agit d'une absence. Hein. Il voulait absolument que son enseignant... Ce que je vous dis, c'est que manifestement, aujourd'hui, la priorité, pour moi, c'est déjà de répondre en arrêtant de faire en sorte qu'il y ait moins d'adultes dans les établissements scolaires. Bonjour Augustin Dumière. Je précise juste, pardonnez-moi, pas de fake, ce n'est pas Agir, bien sûr, mais c'est Génération Agir. Ce sont les élus des Républicains qui soutiennent Benoît Hamon, qui soutiennent Emmanuel Macron. Augustin Dumière, pardon, je vais revenir, je vais reprendre mes esprits. Vous êtes, vous, agrégé de lettres classiques. Bonjour. Vous êtes professeur de latin, grec et français et vous enseignez dans un établissement de Seine-et-Marne. Quand Benoît Hamon réclame plus de profs, plus de personnel, c'est ça la solution selon vous? Je pense qu'on a recruté déjà beaucoup de monde et je pense que c'est plutôt la qualité des personnes qui est en question. C'est-à-dire que comme chef d'établissement, on a recruté beaucoup dans l'urgence, des personnes qui n'avaient pas souvent l'expérience d'une salle de classe, des personnes dont les connaissances en matière de droit et de règles juridiques étaient assez limitées. Quand j'entends parler de lâcheté de l'administration, si je puis dire, c'est des personnes qui ont été un peu recrutées pour être lâches, si vous me permettez la formule, c'est-à-dire en clair, auxquelles on demande effectivement d'étouffer au maximum les choses. Donc je dirais plus que c'est la qualité des personnes qui vont être recrutées qui est absolument essentielle. Un bon chef d'établissement, moi, je le vois quand je vais dans les collèges à chaque printemps pour recruter les élèves en grec et latin. On passe avec mes élèves et mes anciens élèves dans une dizaine de collèges et on voit très bien que selon la personnalité du chef d'établissement, il y a des différences gigantesques d'un établissement à un autre. Pourtant, dans ce livre qui est absolument passionnant, qui est paru l'an dernier, Un petit fonctionnaire aux éditions Grasset, vous dénoncez l'attitude notamment des UFM, des inspecteurs, une attitude finalement où c'est quand même structurel. La question que je voulais vous poser, c'est quand vous voyez ce mouvement, pas de vague, qui dénonce la lâcheté de l'administration, encore une fois, c'est une citation, est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que vous dites on commence à être enfin entendu? Je suis soulagé dans une mesure tout à fait relative, dans la mesure où l'école n'est pas isolée du reste de la société. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que la semaine dernière, il y a eu 2 vidéos qui ont beaucoup marqué, celle de Créteil, bien sûr, et une autre où on voyait quasiment les mêmes armes qui étaient utilisées. On ne voyait pas un revolver factice, mais c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire c'était des députés de la République qui intimidaient, se mettaient tous autour d'un policier pour lui mettre une pression colossale parce qu'ils n'étaient pas contents avec c'est un mauvais exemple, ça. Avec la loi. Ça explique. Mais c'est pas seulement un mauvais exemple, ça prouve que concrètement, si on veut aujourd'hui aider les professeurs, il faut montrer que la peur de la sanction ne s'applique pas qu'aux plus démunis, qu'aux plus faibles, et que concrètement, quand on se comporte, en l'occurrence, la couleur politique n'a rien à voir, parce que la droite n'a fait guère mieux si l'on en juge par la dernière campagne présidentielle, mais la peur de la sanction ne doit pas s'appliquer qu'aux plus démunis. Je veux dire que cet élève-là, il va avoir une mesure d'éloignement, il va être sanctionné, et j'espère qu'il le sera parce qu'il mérite d'être sanctionné. Je pense que ceux qui étaient dans la classe, qui ont filmé, qui ont fait des grimaces, méritent aussi d'être sanctionnés. Mais quand on est député, qu'on n'a pas la même éducation ou le même arrière-fond social et économique que les élèves de Créteil et qu'on se met autour d'un policier en lui hurlant dessus alors que le type fait simplement son travail, à mon avis, vous me dites si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y aura une mesure d'éloignement du territoire national qui sera prise contre ces personnes, si vous voulez. Et il y a l'idée quand même qu'il y a la vertu d'exemple, et il y a l'idée quand même très forte dans la tête de nos élèves que la sanction, la loi, c'est pour les plus faibles, et que les autres, quand ils ont les moyens, ils ne la respectent pas. Alors, vous dites, vous terminez d'ailleurs, c'est à la fin de votre livre, la suppression de tout ce qui pourrait ressembler à un cadre a fait des établissements scolaires une sorte de dangereux phalanstère où l'élève est libre. Et vous dites ça d'ailleurs, c'est intéressant, quand vous êtes à côté d'une prison et que vous entendez justement vous relater ce qui se passe à l'intérieur de cette prison. Question simple, rétablir les sanctions, virer les élèves, c'est ça la solution pour éviter ce qu'on a vu à Créteil? Ça n'est pas tel que vous le formulez, je ne pense pas que ce soit la solution, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un... Mais pour l'instant, on a justement, l'administration a toujours refusé qu'on utilise les mots sanctions, les mots exclusion, étaient toujours considérés comme des gros mots. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on aboutit à des scènes comme ça? Je ne sais pas si c'est... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Et que moi, effectivement, c'est un exemple que j'ai vu à plusieurs reprises. Il y a un problème majeur qui, à mon avis, explique ça. C'est que ce qui s'est passé à Créteil, c'est quand la classe devient un terrain de jeu.
la classe, elle peut devenir un terrain de jeu. Par exemple, il y a quelque chose dont il faut absolument parler, c'est l'absentéisme. Il y a des établissements, et ça, c'est pas un fait isolé. Il y a Parce que c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans la scène, c'est dire tu me mets présent ou tu ne me mets pas absent. Vous trouverez beaucoup d'établissements où les journées d'absence des élèves se comptent par milliers, si vous voulez. Donc, et là, tout le monde est un peu démuni là-dedans. Comment est-ce qu'on fait pour forcer un élève à être en cours? À partir du moment où l'élève... Et comment on peut faire? L'idée, en tout cas, ça n'est pas de baisser les bras et d'accepter cette situation. C'est-à-dire que concrètement, moi, je sais que quand j'étais professeur principal d'une classe, j'avais mon petit téléphone portable, je ne filmais pas ce qui se passait dans la classe, mais j'appelais, s'il le fallait chaque jour, chaque semaine, quasiment en direct, les parents, pour leur dire... C'est pas votre métier. Oui, mais ça, le métier, il faut l'adapter à l'urgence de la situation. Si vous voulez, aujourd'hui, l'école est dans une situation absolument terrifiante. Elle connaît une crise de légitimité, c'est-à-dire que concrètement, toutes ces missions former à la citoyenneté, rétablir l'égalité des chances, elles sont très inégalement remplies. Donc, quand ça change, si vous voulez. Donc, il faut par définition faire évoluer son métier et pas attendre. Je crois que c'est un arrêt de droit administratif. Quand il y a le feu, on ne va pas attendre qu'on vous donne l'autorisation pour appeler les pompiers. Bon, là, c'est pareil. Il faut adapter le métier à la situation qui est celle d'aujourd'hui. Et vous racontez tout ça avec beaucoup de talent et c'est vraiment un plaisir de le lire, même si c'est parfois, on a envie de pleurer, mais comme vous dites à la fin, vous citez Spinoza, non ridere, non lugere, nec detestari, sed intelligere, c'est-à-dire ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas maudire, mais comprendre, et c'est ce qu'on essaye de faire avec vous. Ça pourrait être même la devise de cette émission. Merci Augustin Dumière, je recommande donc votre livre. Pour ces premières précisions, on va revenir avec vous dans une deuxième partie, parce qu'il y a énormément de personnes qui réagissent sur le Figaro.fr. Qui réagissent également à cette proposition de Jean-Michel Blanquer qui a été faite notamment dans les jours qui ont suivi. Le ministre de l'Éducation nationale a réagi à la vidéo en pointant justement le fait qu'il y ait eu une vidéo. Et voici pour lui le problème et la solution. Je recommande au lycée, en fonction des situations, en fonction des abus qu'ils peuvent constater de l'usage du téléphone portable, en tout cas, à minima, de réglementer assez fortement l'usage du téléphone portable, dont on voit bien qu'il est à l'origine souvent de cyberharcèlement, d'actions de harcèlement contre un élève, voire contre un professeur pour pouvoir le filmer et ensuite faire les malins sur les réseaux sociaux. Tous ces sujets, on le sait, sont liés à cela, au téléphone portable. Et donc, oui, c'est une recommandation que l'on peut avoir vis-à-vis des communautés éducatives des lycées. Bonjour Jean-Rémy Gérard. Bonjour. Vous êtes président du SNALC, vous êtes prof de français vous-même. Interdire les téléphones portables, c'est ça la solution? Pourtant, s'il n'y avait pas eu de vidéo, il n'y aurait pas eu l'indignation qui a suivi. Oui, c'était une humoriste qui disait oh mon Dieu, il y a la façade qui est en train de brûler, tout est en train de brûler, vite, on va racheter du crépi. On va pas, c'est pas interdire le téléphone portable qui va empêcher la violence. Hein. Et de manière générale, le téléphone portable, même quand il est interdit, il ne l'est pas dans la plupart des lycées. De toute façon, il est au fond du sac et ça n'empêchera jamais un élève de l'allumer pour filmer quelque chose à un moment. Donc partant de là, je crois que là, on est complètement à côté de la plaque. Alors j'espère que Jean-Michel Blanquer va nous proposer d'autres choses. Il a un comité stratégique, j'ai cru comprendre. Donc j'espère qu'il va nous proposer un plan d'action qui ira peut-être un petit peu plus loin que cette question du téléphone portable. Est-ce que Jean-Michel Blanquer peut rétablir l'ordre, justement, et en finir avec les violences? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, et vous êtes massivement à répondre non, 66%. C'est encore plus qu'hier soir. Continuez de voter. Dites-nous pourquoi vous êtes nombreux à vous exprimer, notamment Dame qui nous dit « Plus de profs n'est pas la solution, il faut surtout donner les moyens aux professeurs de tenir leur classe ». Alors, effectivement, ce n'est pas le ministre tout seul, de toute façon, qui va y parvenir. Au SNALC, on pense qu'il y a 3 leviers d'action. Il y a le levier des personnels. L'encadrement adulte, c'est quelque chose d'essentiel. Et on pense essentiellement aux assistants d'éducation, aux surveillants, et surtout à leur formation. On a des assistantes sociales ou des psychologues qui sont des personnes qui peuvent faire de la prévention pour des élèves dont on sait que ça ne va peut-être pas très bien se passer par la suite. Il y a la question du devenir des élèves exclus. Quand on arrive à tenir un conseil de discipline, ce qui n'est pas toujours évident, et qu'un élève est exclu de l'établissement... Mais pourquoi on n'arrive pas à tenir un conseil de discipline? Est-ce que, comme le disait l'internaute, comme le disait tout à l'heure l'internaute, est-ce que c'est parce que les proviseurs auraient des primes quand il n'y a pas de conseil de discipline? Non, je ne crois pas que ce soit juste une question de prime. Non, mais c'est vrai, ça existe, ça? Alors, la question de la prime, je pense qu'on est dans la légende urbaine. En revanche,
le système de mutation des chefs d'établissement est un système parfaitement obscur et il y a beaucoup de choses qui se jouent effectivement sur la réputation, sur les remontées de données, etc. Ouais. Donc si on est plutôt sur les questions de carrière. discipline dans ton lycée de banlieue, tu Je crois qu'on est finiras beaucoup dans un plus lycée effectivement parisien. sur les questions de carrière que sur des questions juste de primes d'argent ici. Jean-Rémy Girard, je disais tout à l'heure, vous êtes prof de français. Est-ce que vous-même, vous avez déjà subi des violences à l'intérieur de l'école? Et est-ce que vous avez été lâché par votre hiérarchie? Alors, moi-même, personnellement, non. Et dans les établissements que j'ai pu fréquenter, j'ai des collègues qui, effectivement, en ont été victimes. L'an dernier, on a une collègue qui a été agressée par 5 élèves à la suite d'un exercice de confinement. Et là, pour le coup, on a un chef d'établissement qui a pris ses responsabilités. Alors, le fait qu'il soit en fin de carrière, ça joue peut-être aussi là-dessus. C'est des chefs d'établissement qui parfois... Donc il faut qu'il attende qu'il soit en fin de carrière, qu'il n'y ait pas de problème justement pour la suite de son travail, pour qu'il devienne courageux, qu'il fasse son métier. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Il y a des chefs d'établissement courageux tout le temps. Ils existent. Enfin, on ne va pas dire non plus que tous les chefs d'établissement sont à démissionner. Mais s'ils sont courageux, ils peuvent sacrifier leur carrière. Ils peuvent sacrifier une partie de leur carrière, oui, bien sûr. C'est très clair. Non, mais ça, c'est une évidence. On va regarder, peut-être revoir des images de la vidéo de Créteil. On parle de 400 violences de ce type tous les jours. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Alors ça, c'est le chiffre qui remonte. Il y en a probablement davantage en termes de violence verbale, puisque en termes de remontée, on a quand même un certain nombre de filtres, y compris parfois le professeur lui-même, qui est le premier filtre parfois, en termes de remontée, parce qu'il y a ce sentiment de si jamais je commence à montrer, à dire que ça ne va pas très bien, que j'ai des soucis, qu'il se passe des choses dans ma classe, que j'arrive pas toujours à la tenir, ça risque très très vite de me revenir dans la figure. Et ça risque très très vite de se transformer en « mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Vous avez un souci en ce moment, ça ne va pas bien, etc. » On peut quand même poser cette question, ceci dit. Parfois, il peut y avoir des problèmes d'autorité liés à la personne. Mais le problème d'autorité lié à la personne, il se construit généralement tout autour d'un collectif. C'est-à-dire, on est d'accord, il y a toujours, dans toutes les professions, il y a des gens qui ne sont pas forcément au bon endroit. Ouais. Ou on a des gens qui sont complètement usés, il faudrait qu'ils aient une seconde carrière. On est d'accord. Sans tomber dans des scènes comme on l'a vu comme ça, ou même dans des lycées à problème, tout le monde a toujours eu une anecdote avec un prof qui a de l'autorité et un autre qui n'en a pas. Bien sûr. Le truc, c'est le prof qui a peut-être pas un certain nombre, j'allais dire, d'avantages spontanés en termes d'autorité. Qu'est-ce qu'on met en place pour l'aider? C'est surtout ça. Et généralement... Pour les recruter. Voilà. Alors, mais pour les recruter, déjà, on n'arrive pas à les recruter. Donc, de toute façon, on prend ce qu'on a, souvent. Et on en prend une partie qui n'ont pas le concours et qu'on ne forme pas. Et on les balance devant les élèves et on se dit, allez, regardez, vous allez voir, ça va bien se passer. On va voir un tableau de la démission des profs. C'est les statistiques. Est-ce que les chiffres sont édifiants? Parce qu'on voit une augmentation d'année en année sur 5 ans, aussi bien dans le primaire que dans les collèges et lycées. Est-ce que vous pensez que c'est lié à ce phénomène? Alors oui, c'est quelque chose qu'on constate nous aussi, notamment le chiffre sur les stagiaires. Nous aussi, on a constaté beaucoup plus de démissions de stagiaires ces derniers temps. Effectivement, je crois qu'il y a quelque chose en termes de réalité du métier, malheureuse, qui fait que beaucoup de gens se disent « non, là, c'est pas possible, c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas ce que j'imaginais » ou au contraire, j'en peux plus. Et ça ne concerne pas, vous faites bien de le dire, ça ne concerne pas que les collèges et les lycées, parce qu'on a énormément parlé du second degré. Dans le premier degré, il y a énormément de difficultés. De violence aussi? Alors, moins avec les élèves, qui ne sont pas du même âge, mais ça commence à venir beaucoup plus avec les parents. Dans le premier degré, les remontées concernent essentiellement les parents. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard pour ces premières précisions. On va continuer justement d'en reparler. Il y a un certain nombre de questions qui se posent encore. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. On va les prendre. De quoi le phénomène pas de vague est le nom? C'est la question qui revient depuis ce week-end et également la question Twitter. Est-ce que Jean-Michel Blanquer peut rétablir l'ordre? Vous continuez de répondre, vous continuez de vous exprimer. Sur le phénomène pas de vague, tout le monde a réagi, tout le monde a donné son analyse. Je vous propose d'écouter celle d'un homme qu'on n'entend pas beaucoup, d'un ancien ministre, Jean Leonetti. L'événement, il est révélateur d'une situation dans laquelle la jeunesse est de plus en plus en proie à la violence, à l'intérieur des établissements scolaires et à l'extérieur. Il y a quand même pas très longtemps, un gamin de 12 ans a été tué lors d'une bagarre à coups de barre de fer. Quand on voit la baisse de l'âge dans laquelle nos enfants sont soit auteurs, soit victimes de violences, on doit s'inquiéter de notre système éducatif, mais je dirais même plus de notre système citoyen de manière beaucoup plus globale. Bonjour Éric Mestralet.
Bonjour, vous êtes chef d'entreprise et vous avez fondé Espérance Banlieue, qui est un réseau d'écoles pour l'instant hors contrat. Dans les quartiers sensibles, il y a à peu près 16 écoles, Marseille, Trappes, Montfermeil, Orléans, Angoulême et j'en passe. Comment vous analysez ce qui s'est passé à Créteil ? Je crois qu'on peut dire que les intervenants qui sont passés juste avant moi ont bien décrit le problème. C'est plus un problème de société qu'un simple problème d'école. On a une société qui va mal, on a des quartiers qui vont très mal, et il faut avoir une réponse un peu originale au niveau de l'école, mais pas simplement, mais nous, on œuvre au niveau de l'école, de telle manière à ce que un avenir en commun puisse être construit, et c'est ce que nous faisons dans nos écoles qui vont du CP à la 3e. Alors vos écoles rencontrent un vrai succès. Est-ce qu'elles sont confrontées à cette violence ? Alors, il n'y a pas de violence. Pourquoi ? Parce qu'on met autour de la table, autour de l'élève, autour de l'avenir de l'élève, toutes les parties prenantes qui sont nécessaires, les parents, les bénévoles, les professeurs, et tout le monde va essayer de concourir à développer le maximum de ce qui est positif chez l'enfant, au meilleur de ce qu'il est possible de faire. Donc, on se donne tous les moyens de réussir, et avec une caractéristique qui moi, me saute aux yeux lorsque j'ai entendu les intervenants qui sont passés avant moi, c'est la notion de la petite taille, la taille organique, qui fait que dans une petite cellule que sont les écoles, maximum 150 élèves, tout le monde peut se polariser positivement autour de l'avenir de ses enfants. Lorsqu'il y a des difficultés, et il y en a bien évidemment, tout le monde se mobilise pour essayer de sortir par le haut. Voilà. Donc c'est extrêmement important. La petite structure, c'est à votre avis une des solutions ? Est-ce que l'autorité, quand on parlait de la cité éducative, je reprends le propre terme de M. Borloo, on voit bien le truc, seulement jamais il a été mention le fait qu'il faut des petites structures, des petites tailles, des tailles organiques, des tailles où l'ensemble des adultes peuvent se mobiliser pour l'avenir des enfants de manière en connaissant chacun. Ah, on a perdu Éric Mestrallet, peut-être qu'on le retrouvera. Non, moi je vous entends. Ah oui, je vous entends. Non, c'est vous qu'on avait perdu. Juste peut-être une dernière chose, Éric Mestrallet. On disait donc, on a compris les petites structures, l'attention portée aux élèves. On parlait également de l'autorité, de pouvoir quand même. Il y a le mécanisme des sanctions aussi. Est-ce que c'est quand même pas là aussi une solution ? Le mécanisme, quand on est dans la sanction, je pense qu'une partie du problème, on a plus de solution déjà. Nous, quand il y a des sanctions qui se sont données, ils sont donnés par le directeur et les parents, qui sont ensemble du même côté du bureau, de telle manière à ce que l'élève ne cherche pas à opposer les autorités. Donc voilà, donc c'est important. Et la sanction, elle est faite pour faire grandir l'élève. C'est compris par tout le monde. Donc une fois que l'enfant a même compris que c'est pour grandir, il a tout tendance, il a tout intérêt à ne pas recommencer. Le monde n'est pas parfait, et pas idéal, donc bien évidemment il y a des chutes, mais si l'enfant comprend que c'est pour son bien que la sanction est donnée, il va forcément modifier son comportement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous venez de dire, c'est cette espèce de collaboration qu'il y a entre les parents et l'administration de l'école et des professeurs. On ne peut pas se décharger. On peut pas se décharger sur les professeurs, sur l'école pour résoudre tous les problèmes. Je vous ai dit au tout début de mon intervention, c'est un problème de société. Donc il faut que tout le monde se mobilise intelligemment. Merci Éric Mestrallet. Et ne pas à opposer les uns aux autres. Merci Éric Mestrallet. Espérance Banlieue, c'est le réseau que vous avez fondé et on peut découvrir les premiers fruits, les premières réussites, les premières initiatives dans le livre que vous avez écrit avec Harry Roselma qui est aux éditions du Rocher et qui est absolument passionnant. Je reviens justement sur ce que vient de dire Éric Mestrallet parce que il a soulevé la question des parents. Sur le Figaro, JLR nous dit « Les parents doivent éduquer correctement leurs enfants ». Leur inculquer la discipline et le respect, il n'y aura plus de problème. Ce n'est pas le rôle d'un professeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le professeur a un rôle éducatif, mais on est bien d'accord qu'il ne peut pas remplacer l'autorité parentale, ça c'est une certitude, même si de plus en plus il a un peu ce rôle-là. Dans l'enseignement public, on n'a pas des structures de 150 avec des parents qui soutiennent tout le monde, on ne les a pas ceux-là. Nous, parfois on est content de les voir, les parents, on cherche à les voir, on n'arrive pas à les voir, un certain nombre d'entre eux aussi. Ça c'est ce que fait Espérance Banlieue, mais
Est-ce que, justement, réduire la taille des établissements face à l'urgence, face à la situation, ça ne pourrait pas être une solution? Alors, on n'a pas le bâti, on n'aura pas les personnels. Non, ça ne va, alors ça, je peux vous le dire, ça ne va pas se faire. On est plutôt même dans le premier degré, qui sont des écoles avec moins de monde, on est même plutôt dans une logique de fusion, de regroupement, etc. Ce n'est pas du tout la logique qui est suivie depuis fort longtemps. On est même souvent sur des rapports qui accusent, il y a trop d'établissements en France, il faut faire... Voilà. Et non, ce n'est pas du tout vers ça qu'on va. Et alors si en plus, c'est le privé hors contrat qui va mettre ces petites structures comme ça va être encore plus compliqué dans le public. Hein. Mais c'est quand même peut-être une partie des solutions. Augustin Dumière, vous disiez tout à l'heure que parfois, face à l'urgence, chacun est amené à trouver quand même quelques solutions. C'est sans doute vrai que, d'ailleurs, c'est ce qu'a voulu faire, je crois, Jean-Michel Blanquer avec les classes de CP qui sont divisées, qui sont à 12 ou 15 élèves, et je crois qu'ils marchent plutôt bien. Le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de moyens financiers. Et encore une fois, ce serait sans doute une solution, mais encore une fois, j'insiste sur la qualité des personnes. C'est pas juste faire du chiffre et mettre des personnes qu'on trouve ici ou là pour les jeter dans les établissements scolaires. C'est la qualité des professeurs, des chefs d'établissement est aujourd'hui un paramètre absolument essentiel. Mais c'est vrai que la petite taille est une des solutions, en tout cas, oui. Sophie? Moi, je trouvais intéressant le fait de faire collaborer les professeurs avec les parents, parce que c'est vrai que lorsqu'on a eu le témoignage de cette prof du lycée professionnel, et même pas mal de témoignages pas mal de témoignages aussi sur Twitter avec Pas de vague, c'était aussi le fait que les professeurs se sentaient attaqués par les parents qui soutenaient mordicus leurs enfants et qui n'étaient pas de leur côté. Donc je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire pour que les parents et les professeurs travaillent plus ensemble et que les parents soient un peu plus impliqués finalement dans la vie scolaire. Ce que disent beaucoup d'internautes, Néla, le désordre à l'école vient d'un grave manque familial que l'école ne pourra jamais combler. Ce n'est d'ailleurs pas son rôle de pallier la différence de parents négligents. Jocelyne, ras-le-bol aux parents d'éduquer leurs enfants et de ce qu'ils font le soir. Elles devraient être plus punies. Trop de laxisme, désolé. Moi, je pense que des parents négligents, il y en a toujours eu. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau qu'il y ait des enfants, des ados violents, des bagarres. Enfin, je veux dire, ça date pas de cette année. Par contre, oui, le fait qu'il n'y ait pas toute la société finalement ne soit pas ensemble pour éduquer les enfants, pour les sanctionner, pour qu'il n'y ait pas plus d'autorité, là par contre, c'est peut-être un problème de notre époque. Mais le fait qu'il y ait de la violence, etc., et des jeunes mal élevés, entre guillemets, ou négligés, il y en a toujours eu. C'est pas forcément... de tout dire, les parents sont des mauvais parents, moi je trouve que c'est un petit peu trop, quoi. Alors, pour aller dans votre sens, il y a Christiane qui nous dit « Pourquoi a-t-on diminué les heures de cours depuis les diverses réformes ? Plus de 800 heures, c'est beaucoup, d'autant plus que... on a réduit de 800 heures, d'après ce que nous dit Christiane. Je ne sais pas si vous le confirmez. Oui, généralement, chaque réforme vise à diminuer le nombre d'heures élèves. Donc, c'est un concept c'est beaucoup, poursuit Christiane, pardon, je vous coupe, d'autant plus que les parents de nos jours travaillent tous les deux. Les enfants, de ce fait, se sont peut-être ailleurs que chez eux pendant ce temps. Le niveau baisse aussi, ne pas se... Ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être défendre un peu les parents. Les parents, ils bossent. Moi, je suis dans la grande banlieue. Ils rentrent tard. Ils ont quand même des boulots énormes. Et quand on les voit, ils sont complètement démunis. Ils nous disent, mais occupez-vous-en. Nous, on n'a pas plus de moyens d'agir que vous. Et à la limite, le professeur est peut-être parfois mieux placé pour faire avancer l'enfant que ne l'est le parent. Et c'est vrai que le temps, ce qu'on appelle le temps périscolaire, est absolument capital. Nous, on a essayé de mettre en place, justement, avec l'association que j'ai fondée, la prise en charge des élèves entre 17h et 20h30, justement, pour éviter qu'ils soient livrés un temps qui est dédié aux écrans, enfin bref, qui n'a rien à voir avec l'école et qui est vraiment le temps où souvent les âneries arrivent. Donc, plus l'école occupe le terrain, moins il y aura de problèmes. Oui, alors, par rapport à ça, on a beaucoup de parents qui sont complètement démunis. Enfin, il n'y a pas à un moment, chez la plupart des parents, une volonté de mal faire. C'est juste que beaucoup sont aussi confrontés à des choses, ils n'y arrivent pas. On a énormément de familles monoparentales, c'est très compliqué à gérer, de gérer le travail, de gérer les enfants. Nous, on a en rendez-vous parents, des parents qui sont là en train de nous dire « Est-ce que vous avez des solutions pour gérer mon enfant ? Moi, je n'y arrive pas. » Et effectivement, Augustin Dumière également, vous racontez ça dans un de vos chapitres. Votre association, elle s'appelle Métis et il y avait un accent circonflexe sur le « e ». Je vous livre ce témoignage de Louise qui me paraît très important. On parle beaucoup de violence envers les enseignants.
Ceux ne sont pas les seuls à être régulièrement agressés verbalement. Nous, personnels de collège et de lycée qui faisons l'entretien et l'accueil des établissements scolaires, le sont tout autant. J'ai moi-même dû porter plainte pour avoir été agressé à mon domicile par des collégiens armés de cocktails Molotov. Et je continue à exercer mon métier. Merci de nous suivre. Et bien sûr, on est touché par votre témoignage. Ça illustre également que ça touche plus que les profs et que c'est un problème un peu plus et surtout aussi les élèves entre eux, parce que les témoignages disent oui, on subit des choses difficiles, mais finalement, ce qu'il y a de pire, c'est les élèves entre eux. Et là, la violence, moi, il y avait des chiffres, il y avait une étude qui était parue, qui avait été publiée par l'ADEP cette année, où il montrait que 22% des collégiens, en fait, souffraient de violences à l'école. Donc les violences, les insultes, elles sont beaucoup entre élèves. Oui, ce sont les premières victimes. C'est les premières victimes, parce que souvent, ils ont encore moins de... Disons qu'ils sont plus jeunes, et ils ont moins de répondants que des professeurs qui peuvent peut-être plus facilement aller se plaindre. Avoir tout un système. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre qu'on recommande. Autre intervention, il y en a beaucoup d'internautes qui parlent comme Claudie. Ces jeunes totalement inadaptés à vivre dans une société civilisée devaient être placés dans des centres de rééducation fermés avec un encadrement spécialisé. Spécialiste de la civilisation, vous l'êtes, Augustin Dumière, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est la dernière chose à faire. Je crois que on a vu le drame des centres éducatifs fermés. Effectivement, l'endroit aujourd'hui où souvent les élèves, si je puis dire, qui, pour reprendre une expression abominable, ont dysfonctionné, l'endroit où ils apprennent souvent la limite, c'est la prison, et on voit ce que ça donne. Donc je pense que c'est pas du tout, je veux dire qu'il faut effectivement être beaucoup plus présent, beaucoup plus ferme dans les établissements scolaires, mais c'est pas ni dans les prisons, ni dans les centres éducatifs fermés que la jeunesse de ce pays va faire son éducation. Et d'infliger des travaux d'intérêt généraux à des parents, c'est ce que dit, Bernard. On n'arrive déjà pas à les faire avec les élèves, hein, on n'a pas le personnel pour les élèves, je pense pas qu'on aura pour les parents. Mais par contre, c'est vrai que pour je trouve que l'arsenal punitif, si je puis dire, n'est pas toujours très adapté. Je vois par exemple pour les absences, parce qu'on parlait de l'absentéisme qui est un énorme problème, les parents reçoivent des textos, votre enfant a été absent, votre enfant est en retard, etc. Mais ok, on est prévenu, c'est super, mais en fait il n'y a absolument pas de sanction. Le jeune, oui, mais prévenu. C'est la dernière, c'est peut-être c'est la toute dernière réaction que je vous demande, courte, même si justement c'est un sujet lourd. C'est Louis qui dit, venant d'un établissement privé, j'ai remarqué que la discipline y est plus forte et les enseignants mieux respectés. L'école publique ne devrait-elle pas s'inspirer de ces établissements? Ah, effectivement, on devrait sélectionner nos élèves, nous aussi. Ça irait beaucoup mieux, bien sûr, évidemment. Ça, c'est un autre problème. Mais, mais non, c'est quand même la principale différence. C'est quand même ça. Nous, on prend tout le monde. Au niveau de la sanction et de la discipline, est-ce que c'est pas ça? C'est ça la question qui est posée. Et quand quelqu'un est exclu d'un établissement privé, il arrive chez nous aussi. Voilà, non, à un moment, il faut arrêter de dire qu'il faut s'inspirer du privé, etc. Alors, les professeurs du privé sous contrat, il n'y a rien à prendre du privé. Mais c'est pas qu'il n'y a rien à prendre du privé, pas du privé, mais c'est-à-dire à un moment, on n'est pas sur le même plan. Donc, nous, on a besoin de solutions et de soutien de la part de nos administrations du public. Maintenant, si on veut que tout le monde fonctionne sur le mode du privé, on va se faire de la concurrence entre établissements. À l'arrivée, on aura des établissements encore plus poubelles, certains, ceux dont personne ne voudra, et ce sera à l'intérieur encore pire. C'est vrai que le privé aujourd'hui a récupéré un peu l'étendard de l'égalité des chances et que même dans les zones les plus économiquement défavorisées, le privé, c'est la solution. Et ça n'est pas par choix confessionnel ou pour telle ou telle raison. Ils vont dans le privé parce qu'ils se disent que c'est là où leur enfant fera une scolarité normale. Et il y a du terrain, effectivement, à récupérer. La place de l'école qui transmet les valeurs de la République et l'égalité des chances, c'est l'école publique. Aujourd'hui, elle ne le fait pas. Et je ne vais sûrement pas jeter la pierre à des parents qui choisissent l'école privée parce qu'ils ont peur. Halte au harcèlement à l'école. Sophie Tarlet, c'est aux éditions Larousse Poche. Un petit fonctionnaire, Augustin Dumière, c'est aux éditions Grasset. Toutes les informations sur le SNAL sont à retrouver sur le site internet et effectivement également sur Twitter. Merci beaucoup pour vos précisions. Dans un instant, le talk invité la ministre de la Transition écologique Brune Poirson. Cet après-midi, Figaro Live Musique à 16h et à 17h, Point de vue ici même, présenté par Guillaume Roquette.